l'été brûlant de 1986 au Mexique. Un été où sueur et larmes se mêlèrent dans le mythique stade Azteca. Cette année-là, l'équipe d'Allemagne de l'Ouest, sous la houlette de l'Empereur Franz Beckenbauer, écrivit un parcours exceptionnel. Guerriers Tenaces. Ils se hissèrent au-delà du précipice pour égaliser à 2-2 face à l'Argentine de Maradona en finale, avant de s'effondrer dans les dernières minutes. Grâce à leur discipline de fer et à l'indomptable esprit de la Die Mannschaft, ils décrochèrent non seulement la deuxième place, mais posèrent également les fondements de leur titre de champion du monde 4 ans plus tard. Mais lorsque les projecteurs du stade se sont éteints, lorsque le coup de sifflet final a retenti dans un lointain passé, qu'est-il advenu des héros de cette époque? Près de 40 ans ont passé et le temps a profondément marqué leur vie. Certains sont devenus des personnalités influentes, d'autres vivent reclus et d'autres encore reposent en paix. Revenons sur le parcours de la génération dorée de l'Allemagne de l'Ouest en 1986. Harald Tony Schumacher était un géant doté d'une personnalité hors du commun dans les cages de l'Allemagne de l'Ouest cette année-là. À 32 ans, Schumacher était non seulement un gardien fiable, mais aussi un leader charismatique et tenace. Malgré la tache encore présente de sa collision avec Battiston en 1982, à la Coupe du Monde 1986 au Mexique, Schumacher a prouvé son statut de joueur de classe mondiale, notamment grâce à son arrêt exceptionnel sur penalty en quart de finale contre le Mexique. Pays Haute. Il incarnait la ténacité, un bad boy des cages prêt à tout pour protéger son but. Cependant, la vie de Schumacher après ce tournoi fut marquée par une série d'événements, fruits de son franc-parler. Un an seulement après la Coupe du Monde, il publia son autobiographie « En pfiff », le coup de sifflet d'ouverture, révélant la face sombre et brutale du football allemand, du dopage aux scandales en coulisses. Le livre devint un best-seller, mais marqua aussi la fin de sa carrière au sommet de sa forme, tant en équipe nationale qu'à Cologne. Il fut licencié, isolé et contraint de s'installer en Turquie pour continuer à jouer au football. Loin des terrains, la vie personnelle de Schumacher fut également tumultueuse, marquée par des ruptures conjugales. Cependant, la résilience de celui qui avait affronté des dizaines de milliers de supporters hostiles lui permit de se relever. Au lieu de fuir, il affronta l'opinion publique, participant à des entraînements de gardiens de but et travaillant comme consultant sportif à la télévision. Il semble que le rôle de méchant sur le terrain se soit profondément ancré dans sa vie, le transformant en un homme luttant constamment contre le courant. Aujourd'hui, 70 ans, Harald Schumacher a trouvé la sérénité. Il s'est retiré du monde, profitant d'une vie paisible, laissant derrière lui les tourments du passé. Mais aux yeux des supporters, il demeure l'un des gardiens de but les plus charismatiques et talentueux de l'histoire du football allemand. Lothar Matthäus n'avait que 25 ans à l'époque, débordant d'énergie et d'enthousiasme. Beckenbauer lui confia la tâche considérée comme la plus ardue au monde, le marquage individuel de Diego Maradona. Matthäus était l'âme du milieu de terrain, une véritable machine infatigable, capable de couvrir tout le terrain. Bien qu'il n'ait pu neutraliser complètement le génie argentin, la performance de Matthäus confirma son statut de future superstar. Il incarnait la ténacité, la technique complète et l'intelligence tactique hors pair des Allemands. Après le tournoi au Mexique, la carrière de Matthäus prit son envol. Il devint capitaine, souleva le trophée de la Coupe du Monde 1990 et remporta le Ballon d'Or européen. Il rejoignit l'Inter Milan, où il devint une icône de la Serie A, avant de retourner au Bayern Munich pour dominer la Bundesliga en tant que libéraux élégant. Matthäus détient le record de participation à 5 Coupes du Monde, une figure emblématique du football mondial. Cependant, la vie personnelle de Matthäus fut tout aussi tumultueuse et médiatisée que son talent. Avec 5 mariages et d'innombrables relations amoureuses largement couvertes par la presse, Matthäus apparaissait fréquemment dans les actualités People. On le considérait comme un coureur de jupons, quelque peu immature et impulsif dans ses relations, un contraste saisissant avec son calme et sa précision sur le terrain. Néanmoins, nul ne peut nier sa passion dévorante pour le football. Aujourd'hui, à 63 ans, Matthäus était l'un des analystes de football les plus influents au monde. Son avis compte beaucoup et il continue de voyager pour inspirer les jeunes joueurs. Une vie intense, où la gloire du terrain et les controverses du quotidien s'entremêlent, a façonné un Lothar Matthäus unique. En 1986, Karl-Heinz Rummenigge, alors âgé de 30 ans et capitaine de l'équipe,
était handicapé par des blessures. Bien qu'il n'ait plus retrouvé sa forme du début des années 1980, Cal restait un soutien moral indéfectible. Sa tête plongeante en finale, réduisant l'écart à 1-2, témoigna de son instinct de buteur et de sa combativité à toute épreuve. Sur le terrain cette année-là, Rummenigge incarnait le guerrier aguerri, serrant les dents et endurant la douleur pour défendre les couleurs de son équipe. Après avoir pris sa retraite de joueur, Rummenigge a choisi une voie rarement empruntée avec un tel succès, celle de manager de génie. Au lieu d'entraîner, il a revêtu un élégant costume, intègre la direction et prend les rênes du Bayern Munich. Sous sa direction, le Bayern est devenu l'un des empires financiers et footballistiques les plus puissants d'Europe. Il a également présidé l'Association des clubs européens, ECA, ce qui a fait de lui l'une des personnalités les plus influentes du football mondial. La vie privée de Rummenigge, cependant, contraste fortement avec son image glamour de dirigeant puissant. Elle est extrêmement discrète et stable. Il a une famille heureuse et unie, à l'abri des scandales. L'intelligence, le sang-froid et la logique d'un attaquant de classe mondiale se sont parfaitement transposés dans son rôle de leader. Si sur le terrain, il était celui qui concluait les actions, dans le monde des affaires, il était celui qui finalisait des contrats à plusieurs milliards de dollars. Aujourd'hui, bien qu'il occupe un rôle de conseiller, Rummenigge demeure une figure respectée du football allemand, symbole d'une transition réussie du statut de joueur à celui d'homme d'affaires prospère. À 25 ans, lors de la Coupe du Monde 1986, Andreas Brehme était une révélation sur le flanc gauche. Maîtrisant aussi bien le pied gauche que le pied droit, il était une arme redoutable sur coup de pied arrêté. C'est lui qui tira le corner et le coup franc permettant à l'Allemagne de l'Ouest d'égaliser en finale. Brehme n'était pas seulement un défenseur infatigable, mais aussi un artiste au centre millimétré, un héros discret, qui savait toujours se montrer décisif quand son équipe avait le plus besoin de lui. La carrière de Brehme a ensuite atteint des sommets encore plus élevés, grâce à son penalty décisif lors de la finale de la Coupe du Monde 1990, menant l'Allemagne au titre mondial. Il a connu des années brillantes à l'Inter Milan sous la direction de Matthäus et Klinsmann. Après sa retraite, il a tenté sa chance comme entraîneur, mais sans grand succès. La vie de Brehme après la gloire a connu des moments difficiles, confronté à des difficultés financières. Il a dû exercer divers emplois pour subvenir à ses besoins, mais il n'a jamais perdu son sourire bienveillant ni sa passion pour le football. Il participe encore fréquemment à des événements commémoratifs et est aimé des fans pour sa sincérité et son humilité. Cependant, ce parcours exceptionnel s'est brutalement interrompu. Une nuit de février 2024, une nouvelle bouleversante a secoué le monde du football. Andreas Brehme s'éteignait subitement, victime d'une crise cardiaque à l'âge de 63 ans. Sa disparition a laissé un vide immense et une douleur incommensurable chez ses coéquipiers et ses supporters. Le héros de cette soirée magique à Rome, le défenseur à la technique d'antan, a rejoint Dieu, laissant derrière lui un héritage de gestes techniques exceptionnels et le souvenir d'un homme talentueux au destin tragique. Rudi Völler, l'attaquant de 26 ans à la chevelure bouclée et à la moustache impeccable, était le super remplaçant de l'Allemagne de l'Ouest en 1986. Entré en jeu en finale, c'est lui qui égalisa de la tête, portant le score à 2-2 et ravivant l'espoir de toute une nation avant que le drame ne survienne. Le style de jeu de Völler alliait vitesse, sans du but aiguisé et combativité féroce. Il était le genre d'attaquant que tous les défenseurs redoutaient, un véritable renard des surfaces. Après la Coupe du Monde 1986 au Mexique, Völler a continué d'être un joueur clé de la victoire de l'Allemagne lors de la Coupe du Monde 1990. Sa carrière en club a également été marquée par de nombreux titres avec la Roma et Marseille, où il a remporté la Ligue des Champions. Après sa retraite de joueur, Völler s'est reconverti en entraîneur et directeur sportif. On se souvient notamment de lui pour avoir mené une équipe d'Allemagne en difficulté jusqu'en finale de la Coupe du Monde 2002. Völler est resté dans les mémoires non seulement pour son talent, mais aussi pour sa personnalité franche, parfois impulsive, mais toujours authentique, comme en témoigne son coup de gueule légendaire à la télévision pour défendre ses joueurs. En dehors des terrains, Tante Kate, son surnom affectueux, est un homme de famille, chaleureux et extrêmement populaire auprès du public allemand. Il incarne la simplicité et l'accessibilité. Le lien qui unit Völler sur et en dehors du terrain, c'est la passion. Il se donne à fond dans tout ce qu'il entreprend, et ses goûts sont bien définis. Aujourd'hui, 64 ans, Rudi Völler ne se repose toujours pas.
Il est directeur général de l'équipe nationale allemande et continue de mettre son intelligence au service du renouveau du football allemand. Ses cheveux ont beau avoir blanchi sous l'effet des intempéries. La flamme de la passion dans ses yeux est restée intacte. À 32 ans, Felix Magath était l'un des milieux de terrain les plus expérimentés d'Allemagne de l'Ouest. Même s'il n'a pas été titulaire indiscutable au Mexique, à chaque fois qu'il entrait en jeu, Magath apportait sérénité et maîtrise exceptionnelle. Véritable chef d'orchestre discret. Il fut un héros pour le Hambourg SV grâce à son but décisif en Coupe d'Europe 1983. Sur le terrain, Magath incarnait la discipline, l'intelligence tactique et le sang-froid indispensables à un véritable meneur de jeu. Cependant, l'aspect le plus intéressant de Felix Magath réside dans la dernière partie de sa carrière, l'entraînement. Il est devenu l'un des entraîneurs les plus exigeants au monde, ce qui lui a valu le surnom de Quelix, le bourreau. Ses séances d'entraînement physique exténuantes, avec des medicine balls et des courses de montagne épuisantes, sont devenues sa marque de fabrique. Magath était convaincu que seule une discipline de fer et une condition physique optimale pouvaient mener au succès, et il l'a prouvé en remportant 2 titres de Bundesliga avec le Bayern Munich et un titre de champion miraculeux avec Wolfsburg. Derrière l'apparence autoritaire d'un dictateur sur le terrain d'entraînement, Magath était un homme à la philosophie de vie singulière, passionné d'échecs et de sérénité. Le contraste entre un joueur artistique et un entraîneur intransigeant fascine toujours. Il était passé maître dans l'art de redresser les équipes en difficulté, redonnant vie à des formations démoralisées d'une main de fer. Aujourd'hui, bien qu'il ait pris sa retraite d'entraîneur de haut niveau, le nom de Felix Magath reste une figure marquante et respectée pour des générations de joueurs, témoignant de la philosophie, certes extrême, mais efficace, selon laquelle le travail paye. Dietmar Jacobs, 32 ans, était un pilier de la défense. Il évoluait en tant que libéraux ou milieu défensif, avec un style intrépide et agressif. Lors de la Coupe du Monde, 1986 au Mexique, Jacobs fut l'un des joueurs clés qui permirent à la défense de Beckenbauer de tenir bon face à des adversaires redoutables. C'était un joueur discret et dévoué, qui n'hésitait pas à se jeter dans la mêlée pour protéger le but. Un véritable guerrier, le genre de joueur dont tout entraîneur rêverait. Mais le destin lui réserva un coup terrible, 3 ans seulement après ses exploits au Mexique. Lors d'un match avec le Hambourg SV, en 1989, Jacobs fut victime de l'un des accidents les plus horribles de l'histoire du football. En tentant de sauver le ballon, il plongea sur le filet et un crochet métallique, servant à fixer le filet au sol, lui transperça le dos. Ce terrible accident, aussi rare que grave, s'actionna un nerf, le contraignant à prendre une retraite immédiate alors qu'il était encore capable d'évoluer au plus haut niveau. Des héros du football, Jacobs a dû s'adapter à une vie ordinaire, marquée par les séquelles de ses blessures. Pourtant, il n'a pas laissé le destin l'abattre. Jacobs a choisi une vie paisible, loin des projecteurs de football, source de tant de souffrance. Il s'est reconverti dans le secteur des assurances, devenant consultant passionné, comme il l'avait été durant sa carrière de joueur. L'histoire de Jacobs nous rappelle avec force la fragilité de la vie d'un footballeur. Aujourd'hui, il vit paisiblement avec sa famille à Hambourg, comblé par ses rôles de mari et de père, et incarne la force nécessaire pour surmonter un destin cruel. Hans-Peter Briegel, surnommé le rouleau compresseur du Palatinat, fut un phénomène physique lors de la Coupe du Monde de 1986. Ancien décathlonien, Briegel possédait une force, une vitesse et une endurance hors du commun. À 30 ans, il déchirait les ailes ou évoluait en milieu défensif, utilisant sa puissance musculaire pour dominer ses adversaires. Briegel jouait sans protège tibias, ses chaussettes glissant souvent jusqu'aux chevilles. Cette image impressionnante devint un symbole de la force physique allemande. Après avoir pris sa retraite internationale, Briegel a poursuivi sa brillante carrière en Italie, jouant pour l'Hellas Vérone et la Sampdoria. Il fut l'un des premiers joueurs allemands à connaître un grand succès en Serie A. Devenu entraîneur, Briegel a choisi une voie plus exigeante, dirigeant des sélections nationales plus modestes comme l'Albanie et le Bahreïn. Il a insufflé l'esprit combatif allemand à ces nations étrangères, s'attirant le respect du peuple albanais
et devenant un héros pour avoir hissé le football de son pays au sommet. Dans la vie, Briegel est un homme simple, amoureux de la nature et menant une vie authentique. Fidèle à son surnom, il déteste le faste et les paillettes des médias et trouve son épanouissement dans son travail et ses actions caritatives discrètes. Sa carrière prouve que la volonté et la force physique peuvent compenser un manque de technique flamboyante. Aujourd'hui, Hans-Peter Briegel participe toujours à des activités footballistiques locales, mène une vie confortable et respectée, tel un tank, ayant trouvé un havre de paix. Klaus Allofs, 29 ans, est arrivé au Mexique en tant que meilleur buteur de Bundesliga. Attaquant moderne, il était intelligent dans ses déplacements, polyvalent dans sa finition et possédait un excellent esprit d'équipe. Bien que la Coupe du Monde 1986 n'ait pas été son tournoi individuel le plus marquant, car il a dû partager la vedette avec Rummenigge et Wöhler, Allofs a tout de même inscrit 2 buts cruciaux, notamment l'égalisation contre l'Uruguay. C'était un joueur intelligent, toujours calme et précis. Cette intelligence a permis à Allofs de connaître une reconversion professionnelle extrêmement réussie. Au lieu de devenir entraîneur, il a opté pour le management et est devenu l'un des meilleurs directeurs sportifs d'Allemagne. Allofs a été le principal artisan du doublé du Werder Brême en 2004, puis du titre de champion d'Allemagne, remporté par Wolfsburg en 2009. Il possède un flair exceptionnel pour dénicher les talents et un talent de négociateur hors pair sur le marché des transferts. La vie personnelle d'Allofs a été marquée par une terrible épreuve. Le décès de sa première épouse, importé par un cancer du sein, le laissant seul avec ses enfants. Cet événement l'a rendu plus introspectif, mais aussi plus fort. Il s'engage activement auprès d'associations de lutte contre le cancer et place toujours sa famille au premier plan. L'image d'un Allofs raffiné et sage, présent aujourd'hui dans les tribunes VIP des stades, est le prolongement naturel de l'attaquant intelligent qu'il était. Actuellement, il demeure une figure emblématique du Fortuna Düsseldorf, son club formateur, où il continue de contribuer au football grâce à ses excellentes qualités de manager. Norbert Eder, 30 ans, était un joueur discret mais indispensable au sein de cette équipe constellée de stars. Entièrement en confiance avec Beckenbauer, Eder a disputé les 7 matchs de la Coupe du Monde 1986. Défenseur infatigable, il jouait avec simplicité mais une efficacité maximale, se spécialisant dans le travail de couverture pour permettre aux stars offensives de briller, sans ostentation ni fanfare. Eder incarnait le dévouement et le sens des responsabilités. Après avoir connu la gloire avec l'équipe nationale et le Bayern Munich, Eder a choisi une vie très simple après sa retraite. Il n'est pas devenu une star de la télévision, ni un entraîneur de haut niveau, mais a géré la boutique de fleurs familiale et entraîné des équipes amateurs locales. Pour Eder, le bonheur réside dans le plaisir de voir ses enfants jouer au football et de profiter d'une vie paisible avec sa femme et ses enfants. C'est un homme qui a choisi de se retirer des projecteurs pour vivre pleinement les joies simples du quotidien. Cependant, ce parcours paisible s'est achevé dans la tristesse pour tous ceux qui aimaient le football allemand des années 1980. En novembre 2019, après une longue lutte contre la maladie, Norbert Eder s'est éteint à l'âge de 63 ans. Sa disparition, moins spectaculaire que celle d'autres grandes stars, a néanmoins laissé un grand vide. Ses coéquipiers se souviennent de lui comme d'un ami fidèle, toujours prêt à relever un défi sur le terrain, et d'une grande bonté jusqu'à son dernier souffle. Karl-Heinz Förster, 27 ans, était surnommé le pince de la défense ouest-allemande. Avec ses tacles tenaces et ses interventions glissées précises, Förster était un véritable cauchemar pour tous les attaquants adverses. Lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique, il était le maître d'œuvre de la défense, protégeant ses coéquipiers et neutralisant de nombreux attaquants de pointe. La ténacité et le sang-froid de Förster étaient indispensables au tank allemand. Après avoir pris sa retraite de joueur, Förster a opéré une reconversion fascinante. D'expert en démantèlement d'attaque, il est devenu un mentor pour les jeunes talents. Il s'est imposé comme l'un des agents les plus réputés et les plus performants d'Allemagne. Fort de son expérience et du prestige d'un ancien champion, il a guidé et accompagné de nombreux jeunes espoirs du football allemand, tels que Niklas Süle et Timo Werner. La vie de Förster s'est déroulée dans l'aisance et la discrétion.
préférant rester à l'écart des médias. Il travaillait dans l'ombre et profitait des fruits de son habile carrière d'homme d'affaires. Le parallèle entre les rôles de défenseur central et d'agent est surprenant. Tous deux exigent vigilance, sens de l'observation et une protection sans faille de leurs clients. Aujourd'hui, 66 ans, Karl-Heinz Förster demeure un magnat discret, menant une vie épanouie et continuant de contribuer au football à sa manière. Pierre Littbarski, 26 ans, a insufflé une énergie totalement nouvelle à l'équipe nationale ouest-allemande. Au sein d'un groupe de joueurs robustes et travailleurs, Litti était un véritable artiste. Avec ses jambes arquées caractéristiques, il possédait une technique de dribble magique, se faufilant entre les défenses adverses avec l'agilité d'un petit écureuil. Bien qu'il n'ait pas souvent été titularisé durant ce tournoi, une seule titularisation selon les statistiques, et entrant le plus souvent en jeu pour tenter de débloquer le match. À chaque fois que Littbarski touchait le ballon, le public retenait son souffle, attendant un miracle. Il était la touche de fantaisie dont Beckenbauer se servait pour adoucir la rigueur de son jeu très technique. La suite de la carrière de Littbarski fut une aventure passionnante. Son apogée fut la victoire à la Coupe du Monde, 1990, où il fut un pilier indispensable de l'équipe. Mais ce qui rendit Littbarski encore plus exceptionnel, c'est sa décision de jouer au Japon au début des années 1990, alors que la J-League n'en était qu'à ses balbutiements. Il devint l'une des premières stars occidentales à percer dans le football japonais et fut vénéré par les Japonais comme un grand sensei, maître. La vie personnelle de Littbarski était également intimement liée à cet échange culturel. Il trouva le grand amour au Japon, épousa une japonaise et parlait couramment le japonais. Contrairement à son attitude intensément concentrée sur le terrain, Littbarski était, en dehors, un homme humoristique et optimiste, toujours souriant. Il entraîna dans de nombreux pays, de l'Allemagne au Japon, en passant par l'Australie et l'Iran, menant une vie nomade à l'image d'un professionnel passionné. Aujourd'hui, 64 ans, Littbarski est ambassadeur et recruteur pour Wolfsburg. Il vit une vie paisible et épanouie et reste dans les mémoires comme l'un des numéros 7 les plus élégants et les plus doués techniquement que le football allemand ait jamais connu. Un globe-trotteur qui a trouvé le bonheur à l'autre bout du monde. Thomas Berthold était le Benjamin de l'équipe. À seulement 21 ans, jeune, talentueux, mais aussi impulsif, Berthold a marqué les esprits au Mexique, mais d'une manière désastreuse. Lors du quart de finale tendu contre le Mexique, Pays Haute, il a perdu son sang-froid et a écopé d'un carton rouge direct, laissant ses coéquipiers dans une situation périlleuse à 10 contre 11. Heureusement, l'Allemagne de l'Ouest s'est tout de même imposée au tir au but. Cette année-là, Berthold était l'image même du jeune homme fougueux, naturellement doué mais doté d'un tempérament explosif, toujours prêt à exploser. Après le tournoi, Berthold a considérablement mûri et est devenu un défenseur de classe mondiale, remportant la Coupe du Monde 1990 avec l'Allemagne. Sa carrière en club a été marquée par des années brillantes à l'AS Roma, Italie, et au Bayern Munich. Cependant, son esprit rebelle ne s'est jamais estompé. Au Bayern, relégué sur le banc, malgré un salaire exorbitant, il continuait d'aller jouer au golf avec désinvolture, ce qui a valu à Berthold le surnom de « champion du monde en vacances » dans la presse. Berthold a toujours été quelqu'un qui n'avait pas peur d'aller à contre-courant, qui n'avait pas peur de l'opinion publique et qui vivait selon ses propres règles. Ce revirement de situation a continué d'influencer sa vie après sa retraite, mais cette fois-ci de manière plus sombre. Autrefois commentateur sportif populaire et franc-parler. Berthold a choqué le public pendant la pandémie de COVID-19 en soutenant ouvertement le mouvement Querdenker en Allemagne. Cette prise de position controversée a entraîné la rupture de ses contrats avec les chaînes de télévision et son exclusion du monde du football. Aujourd'hui, à 61 ans, Thomas Berthold vit relativement retiré et apparaît rarement dans les médias traditionnels. De star au sommet de sa gloire, il a choisi de se tenir à l'écart de la société, un choix qui invite à la réflexion et qui illustre la frontière ténue entre forte personnalité et décalage avec son époque.